Bon, il faut qu'on parle des Jeux Olympiques. Peut-être l'événement sportif qu'on attend le plus à chaque fois. Des exploits, des records, des émotions et des moments qui restent gravés à jamais dans l'histoire du sport. Quand on pense aux Jeux, on a souvent plein de souvenirs, mais surtout des souvenirs d'été. On peut le regretter, mais à l'heure actuelle, les Jeux Olympiques estivaux cristallisent beaucoup plus l'attention médiatique que les Jeux d'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de sport, plus d'athlètes, plus de pays concernés, des disciplines plus familières aussi, comme l'athlétisme ou la natation. Et puis soyons honnêtes, en France, on n'a pas toujours une grande culture des sports d'hiver. Résultat, à chaque Olympiade hivernale, on redécouvre les règles, les formats, les athlètes et parfois même les sports eux-mêmes. Et c'est justement pour ça que cette série de vidéos existe. L'objectif ici, c'est de vous proposer un guide aussi complet que possible des Jeux Olympiques d'hiver, sport par sport. Comprendre ce qu'on regarde, savoir comment ça fonctionne, connaître les formats, l'histoire olympique aussi, et surtout, repérer les athlètes et les nations à suivre. Ces Jeux d'hiver se dérouleront à Milan-Cortina, en Italie, du 6 au 22 février 2026. Et si vous tombez sur cette vidéo après les Jeux, bon, c'est un peu tard certes, mais rassurez-vous, vous pouvez quand même apprendre pas mal de choses sur les sports d'hiver, leur fonctionnement et pourquoi ils sont aussi passionnants à suivre. Petite précision importante, cette preview est découpée en 3 vidéos, mais elles peuvent toutes se regarder indépendamment. Pas besoin de voir la première pour comprendre la deuxième, ni la deuxième pour apprécier la troisième. Et à l'intérieur de chaque vidéo, tout est chapitré sport par sport. Vous pouvez donc regarder uniquement ce qui vous intéresse, même si évidemment rien ne vous empêche de tout regarder. Je dis ça, je dis rien. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus complet possible, sans vous assommer d'infos inutiles. Quand je parle des athlètes, ce n'est évidemment pas une liste exhaustive, c'est une sélection, forcément subjective, basée sur la forme du moment, les résultats récents, le palmarès, bref, vous avez compris. Et pour la prononciation des noms, j'ai fait de mon mieux, vraiment, mais vous allez sûrement entendre quelques hésitations parfois. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager aussi. Ce genre de vidéo demande beaucoup de travail, de recherche, d'écriture et de montage, et chaque soutien compte énormément, vraiment. Sur ce, place à la preview. Bon, on commence cette preview par un incontournable des Jeux d'hiver, le biathlon. Pour nous Français, c'est sûrement l'un des sports les plus familiers. Rien d'étonnant quand on a grandi avec des champions comme Martin Fourcade et ses 6 titres olympiques tout de même, mais aussi Raphaël Poiré, Vincent Defrene, Marie Dorin-Habert ou plus récemment Quentin Fillon-Maillet. Et je ne parle même pas de tous les autres. Si vous ne connaissez pas bien ce sport ou si vous êtes juste un spectateur occasionnel, cette vidéo est faite pour vous. Maintenant, si vous êtes un fan comme moi, vous pouvez tout de même la regarder. Je vais vous parler des différentes épreuves et les biathlètes à suivre, hommes comme femmes. Avant d'aller sur les courses, un petit point historique s'impose. À Milan, ce sera déjà la 18e édition du biathlon aux Jeux. La discipline est présente depuis 1960, mais il a fallu attendre 1992 pour voir apparaître les épreuves féminines. Cette année, en 2026, il y aura 210 athlètes engagés avec une équité parfaite, 105 hommes, 105 femmes. Le principe du biathlon, c'est simple à expliquer, mais beaucoup moins simple à maîtriser. Les athlètes enchaînent des boucles de ski de fond et, entre chaque tour, passent au pas de tir situé à 50 mètres. Ils doivent toucher 5 cibles à chaque passage. Selon la position, la taille des cibles change. 45 mm en tir couché, 115 mm en tir debout. Et quand votre cœur tourne autour de 180, voire plus, croyez-moi, garder une précision chirurgicale devient un véritable exploit. Maintenant que les bases sont posées, entrons dans le détail des épreuves. Ça vous donnera déjà un aperçu très concret de ce qui vous attend en février. Commençons par le sprint. C'est l'épreuve la plus courte, la plus explosive. Ici, aucun affrontement direct. Les biathlètes partent un par un et l'objectif est simple, faire le meilleur temps possible. La distance est de 10 km chez les hommes et de 7,5 km chez les femmes. 2 tirs seulement, d'abord un couché puis un debout, donc 10 cibles. Et chaque erreur vous envoie faire une boucle de pénalité de 150 mètres. Le sprint est aussi crucial puisqu'il détermine l'ordre de départ de la poursuite. Autant dire que ça peut lancer ou ruiner vos jeux. Passons justement à la poursuite. Là, c'est une véritable chasse. Le vainqueur du sprint part en premier, les autres suivent en fonction de leur retard. La distance est de 12,5 km chez les hommes et de 10 km chez les femmes. 4 tirs, 2 couchés puis 2 debout, soit 20 cibles au total. Et à chaque faute, un tour de pénalité. Le premier à franchir la ligne d'arrivée gagne. Simple,
mais terriblement intense. La troisième épreuve, c'est l'individuel. La plus ancienne, la plus longue et probablement la plus impitoyable. 20 km pour les hommes, 15 pour les femmes, 4 tirs en alternant couché, debout, puis couché, debout. Et là, chaque erreur ajoute une minute pleine au chronomètre. Pas de tour de pénalité, juste une sanction brutale qui change complètement la stratégie. C'est une vraie course d'endurance qui récompense les meilleurs tireurs. Le tout au format contre-la-montre. La quatrième et dernière épreuve individuelle, c'est la mass start. 30 athlètes au départ, tout le monde ensemble. 15 km chez les hommes, 12,5 km chez les femmes. 4 tirs, 2 couchés, puis 2 debout. C'est souvent très serré, très nerveux et impossible de décrocher du regard tant les rebondissements sont constants. Une course assez spectaculaire. On peut maintenant parler des biathlètes à suivre, et autant le dire, impossible d'évoquer le biathlon sans évoquer les Norvégiens. Chez les hommes, même sans les frères Bø, néo-retraités, ils restent surpuissants. Leur leader, Sturla Lagred, même s'il n'est pas en grande forme pour l'instant, est 7 fois champion du monde, vainqueur du Gros Globe l'an dernier, l'un des meilleurs tireurs du circuit et toujours rapide sur les skis. Ils ont aussi dans leur rang la révélation de ce début de saison, Johan Olav Botten, et puis il ne faut pas oublier Stormsheim, Sorum, Uldal, Frey, Christiansen, Dale, bref, une profondeur d'effectifs monstrueuse. Leur principal souci, c'est presque de devoir choisir qui envoyer à Antols. J'interromps momentanément cette preview pour rendre hommage à Siver Gutam Bakken, décédé tragiquement et beaucoup trop tôt. Difficile de reprendre la vidéo après cela. L'équipe de France n'est pas en reste. On pourra compter sur Quentin Fillon-Maillet, 5 médailles olympiques dont 2 titres en 2022, Émilien Jacquelin, double champion du monde de la poursuite, Éric Perrault, 3e du général de la Coupe du Monde et champion du monde de l'individuel l'année dernière, sans oublier Fabien Claude, régulier en Coupe du Monde. Une équipe dense, talentueuse et parfaitement capable d'aller chercher des médailles. Pour les podiums, il faudra aussi garder un œil sur Sebastian Samuelsson. Le Suédois est capable du meilleur comme du pire, mais il est terrifiant quand il est dans un bon jour. Sur évidemment Tommaso Giacomel, l'Italien qui court à domicile est en pleine progression depuis l'année dernière. Il est actuellement leader de la Coupe du Monde. Mais aussi sur Campbell Wright, l'Américain pourrait bien créer la surprise sur une voire plusieurs courses. Chez les femmes, côté français, on peut dire qu'on est gâté. L'équipe est incroyablement solide. Lou Jean Monod, actuel leader de la Coupe du Monde et 2e l'année dernière. Julia Simon, quadruple championne du monde sur les courses individuelles, la tireuse la plus rapide du circuit. Océane Michelon et Jeanne Richard, 2 jeunes déjà 5e et 6e du général l'an passé. Et Justine Brezas-Boucher, championne olympique de la mass start, double championne du monde et tout simplement la biathlète la plus rapide au monde. Sans oublier Camille Benet, la révélation côté français de ce début de saison. En face, la concurrence sera bien là. Franziska Preuss, l'Allemande vainqueur du classement général en 2025 et championne du monde de la poursuite. L'Allemagne pourra aussi compter sur la jeune Selina Grossian. Les sœurs Oberg, côté suédois, Anna et Elvira, toutes les deux très rapides sur les skis. Anna possède 3 titres sur les courses individuelles et sa sœur est championne du monde en titre de la mass start. La Suède pourra également s'appuyer sur Anna Magnusson. Et puis on aura la Finlandaise, Suvi Minkinen, hyper régulière, les Italiennes avec Dorothea Virer, vainqueur de la Coupe du Monde en 2019 et 2020. Elle reste toujours aussi précise sur le pas de tir. Elisa Vitozzi, de retour après son absence, est bien décidée à retrouver le niveau qui lui avait permis de décrocher les Gros Globes en 2024. Concernant les Norvégiennes, elles pourront s'appuyer sur leur nouvelle leader, Kjerkai 2. On peut désormais passer au relais, ces épreuves par équipe qui font vibrer tout un stade. Tout se joue sur la vitesse, la précision, la stratégie et la gestion de la pression. C'est ce mélange qui fait le charme de ces courses par équipe. Chez les hommes, chaque relayeur parcourt 7,5 km pour 30 km au total et chez les femmes 6 km chacun pour un total de 24. Le départ est groupé, ce qui rend le début de course très intense. Chaque athlète a 2 tirs, un couché puis un debout et 3 balles de pioche par tir. Ce qui veut dire que chaque biathlète dispose de 8 balles pour 5 cibles. Mais ces 3 balles de pioche doivent être rechargées une par une, ce qui ajoute une véritable tension. Si ça ne suffit pas, c'est la boucle de pénalité. Et là, ça peut coûter très cher. Le relais mixte fonctionne sur le même principe, mais avec une dynamique différente. 2 femmes et 2 hommes par équipe. Chacun réalise 6 km, soit 24 à la fin du relais.
Là aussi, 2 tirs, des balles de réserve et des tours de pénalité possibles. Les équipes les plus fortes ne sont pas forcément celles qui ont une star, mais celles qui ont la plus grande densité. Sur un relais, il faut 4 solides, pas un seul génie. Chez les hommes, une équipe domine nettement les débats. La Norvège, championne olympique et championne du monde en titre. Même sans les frères Beu, ils restent les grands favoris. Leur profondeur d'effectif est telle qu'il reste difficile à aller chercher sur ce format. Derrière eux, les Français et les Suédois sont très sérieux, présents sur les podiums depuis plusieurs années. Champion du monde en 2023 et vice-champion olympique à Pékin pour les Bleus, champion du monde en 2024 pour la Suède, qui pourra compter sur Martin Ponsiluoma, l'un des skieurs les plus rapides du plateau, ou encore sur Jesper Nylund, en plus de leur leader Sebastian Samuelsson. Attention aux outsiders, l'Allemagne, l'Italie ou même les États-Unis qui peuvent renverser la table si une des 3 grosses nations connaît un jour sans. Du côté des femmes, l'équipe qui domine depuis 2 ans, c'est la France, tout simplement. 2 titres mondiaux consécutifs, une équipe sans point faible et une confiance à toute épreuve. Mais les championnes olympiques en titre, les Suédoises, sont toujours là. Les Italiennes courent à domicile avec le retour de Vitozzi, les Allemands ont leur locomotive nommée Preuss, et bien évidemment on a les Norvégiennes avec Kirkeide. Bref, même si les Françaises sont favorites, vous l'aurez compris, la bataille pour le podium, et même pour le titre, sera serrée entre plusieurs nations. Et enfin, le relais mixte. Là aussi, la France arrive en favorite, double championne du monde en 2024 et 2025, et vice-championne olympique à Pékin. Derrière, on retrouve les mêmes nations, la Norvège, l'Allemagne, la Suède et l'Italie. Mais le relais mixte offre une vraie opportunité aux pays qui ont plus de mal à aligner 4 athlètes du même niveau pour les relais masculins ou féminins traditionnels. Là, il suffit d'un duo homme-femme très fort pour exister. La République tchèque ou Tchéquie, c'est exactement ce type d'équipe, pas forcément favorite sur les relais par genre, mais parfaitement capable de se glisser jusqu'au podium en mixte. Au final, si on prend un peu de recul, on se rend compte d'une chose. Le biathlon, c'est l'un de nos meilleurs pourvoyeurs de médailles côté tricolore. Course après course, saison après saison, nos athlètes remontent qu'ils sont capables de briller partout, en individuel comme en équipe. Et avec 11 courses au total, c'est 11 chances de médailles, voire plus, pour la délégation tricolore. Alors forcément, à l'approche des Jeux, l'excitation monte, on sait qu'on peut vibrer, on sait qu'on peut rêver, et surtout on sait qu'avec cette équipe-là, rien n'est jamais impossible. On va changer complètement d'ambiance maintenant, parce que contrairement au biathlon, le bobsleigh chez nous en France, eh bien c'est loin d'être la discipline la plus connue. Et pourtant c'est un sport spectaculaire, une vraie fusée sur glace, une course de vitesse pure, où des équipes dévalent un tube glacé à des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 145 km/h. Le tout dans un engin caréné qu'on appelle le bob. Oui, littéralement un traîneau, d'où le terme anglais sleg qui a donné bobsleigh. Avant d'entrer dans le concret, faisons un petit flashback historique. Déjà, contrairement au biathlon, le bobsleigh a fait son entrée dès la toute première édition des Jeux d'hiver en 1924. Sa seule absence remonte à 1960 et il est revenu dès l'édition suivante pour ne plus jamais quitter le programme. Résultat, Milan Cortina sera sa 24e apparition. En revanche, l'apparition des femmes est bien plus récente. Il faut attendre l'édition de Salt Lake City en 2002 pour les voir entrer en piste. En Italie, on aura 170 athlètes ou bobbers engagés avec 114 hommes et 56 femmes. Cette non-parité s'explique sur la différence de format de course entre les hommes et les femmes que j'expliquerai plus tard. Dès le départ, le spectacle commence. Les athlètes poussent l'engin de toute leur force sur quelques dizaines de mètres, prennent un maximum de vitesse, puis sautent dedans au millimètre près. Il faut installer tout repos sur la précision et la maîtrise. Le pilote dirige le bob avec un système de commande, tandis que les autres membres assurent la stabilité, la poussée initiale et le freinage à l'arrivée, parce qu'avec l'inertie, autant dire que ça ne s'arrête pas tout seul. La compétition aura lieu sur la piste Eugenio Monti, à Cortina d'Ampezzo, une piste toute neuve de 1730 mètres, 16 virages et des forces pouvant monter jusqu'à 5 G dans certaines courbes. Et le chronomètre, on joue au centième de seconde, autant dire que la moindre erreur coûte très cher. Les formats olympiques sont assez simples, on retrouve le bob à 2, présent chez les hommes et chez les femmes, avec un pilote et un pousseur, et ensuite le bob à 4, avec un pilote et 3 pousseurs, l'épreuve reine, spectaculaire, brutale, mais uniquement réservée aux hommes, et depuis 2022, les femmes ont une nouvelle épreuve, le monobob, où une seule athlète pilote, pousse et gère tout. Au final, on a bien 2 épreuves par genre, mais pas le même nombre d'athlètes en piste, puisque les hommes disposent du bob à 4 et les femmes du monobob. Les courses se jouent en 4 descentes réparties sur 2 jours. On additionne les temps et le meilleur total l'emporte. Si 2 équipes finissent avec le même chrono cumulé,
et sont tout simplement classés ex aequo. Il y a un vrai avantage à passer tôt, quand la glace est encore propre, lisse, rapide, avant qu'elle ne devienne rugueuse ou entaillée. Pour cette raison, l'ordre de départ est soigneusement défini. Lors de la première manche, les 10 meilleurs équipages au classement mondial prennent les 10 premières places. Pour les autres, ce même classement fixe l'ordre. La deuxième manche se fait dans l'ordre inverse pour les 25 premiers de la manche précédente, c'est-à-dire que le 25e temps de la manche 1 partira en première position ici, et ensuite l'ordre décroissant jusqu'au premier temps qui partira en 25e position. Ceux classés au-delà de cette 25e place partent dans l'ordre normal. Pour la troisième manche, on suit le classement après les 2 premières descentes. Et pour la dernière manche, seuls les 20 meilleurs équipages prennent le départ dans l'ordre inverse du classement. Maintenant que vous êtes au point sur le fonctionnement, parlons des forces en présence. Et là, impossible de ne pas commencer par les maîtres absolus, l'Allemagne. Chez les hommes, c'est simple. Le pilote Francisco Friedrich est la référence. Quadruple champion olympique, 18 fois champion du monde, 22 globes de cristal, c'est une légende vivante. Et derrière lui, le réservoir reste monstrueux. Johannes Lochner, 2 fois vice-champion olympique en 2022 et 5 fois champion du monde, ou encore le jeune Adam Mamour, bref, 3 équipages capables de tout rafler, que ce soit en bob à 2 ou en bob à 4. Derrière l'Allemagne, il faudra surveiller les Britanniques de Brad Hall, les Italiens de Patrick Baumgartner, ou encore les Suisses de Michael Vogt, Timo Rauner et Cédric Folador. Les Américains et les Canadiens, eux, sont un peu en retrait ces dernières saisons. Et la France ? On progresse. Lentement, oui, mais sûrement. Malgré un vrai manque d'infrastructure, on a désormais un groupe solide avec les leaders Romain Heinrich et Lionel Lefebvre. Après, qui pour les accompagner en bob à 4 ? Nils Blairon, Antoine Afeb-Béguet, Jérôme Laporal, Dorian Hauterville. La concurrence interne est réelle et c'est plutôt bon signe. Côté féminin, c'est encore l'Allemagne qui domine. Lisa Buchwitz, championne olympique 2018, championne du monde et 2 globes de cristal. Laura Nolt, championne olympique 2022, double championne du monde et 5 globes. Et Kim Kalicky, 5 médailles mondiales, dont un titre. Franchement, difficile de faire plus solide. Mais attention, la concurrence n'a pas dit son dernier mot. Les Américaines arrivent avec du lourd. Elana Meyers-Taylor, toujours aussi performante malgré les années. Kelly Humphries-Armbruster et Keisha Love, championne du monde en titre en monobob. Derrière la Suissesse Mélanie Hassler, les Canadiennes Cynthia Appia et Melissa Lotols, l'Autrichienne Catherine Beyerl, l'Australienne Brianna Walker, la Roumaine Andrea Grecu. Bref, une vraie meute prête à aller chercher les favorites. Et côté bleu, Margot Bosch sera engagée en monobob et en bob à 2, accompagnée de Carla Sénéchal ou Talia Solitude. Margot, c'est une belle histoire, première bobeuse française de l'histoire aux Jeux en 2022, et depuis des résultats encourageants, saison après saison. Alors oui, le bobsleigh n'est peut-être pas la discipline la plus regardée chez nous. Mais si vous aimez la vitesse, la précision, les trajectoires millimétrées et les écarts qui se jouent à 3 centièmes, accrochez-vous. Ça peut très vite devenir l'un des sports les plus grisants de ces Jeux. On reste dans la glisse mais on change encore de sensation. Bienvenue dans l'univers de la luge. Comme pour le bobsleigh, ce n'est pas une discipline très connue en France. On pense souvent à ces descentes en famille sur la neige, mais ici on est à des années-lumière de ça. La luge olympique, c'est un défi de précision et de vitesse pure où chaque millième de seconde compte. Les athlètes sont allongés sur le dos, les pieds en avant, et on file sur la glace à plus de 145 km/h. Oui, 145, juste ça. Présente au jeu depuis 1964, la luge vivra à Milan-Cortina sa 17e édition. Et bonne nouvelle, les femmes sont là depuis le début. Et cette édition marque l'arrivée du double féminin et du double masculin pour remplacer le double mixte ou open traditionnel. Au total, 106 athlètes sont engagés, dont 59 hommes et 47 femmes. Bon, l'équité n'est pas parfaite, on est d'accord, mais ça progresse. Tout se passe sur la nouvelle piste Genio Monti, à Cortina d'Ampezzo. Petit point technique, les monoplaces hommes vont parcourir 1478 mètres, tandis que les monoplaces femmes et les doubles masculins s'élancent sur 1278 mètres. C'est précis. La piste est remplie de courbes techniques et à ces vitesses-là, une micro-correction au mauvais moment peut tout faire basculer, littéralement. Côté matériel, chaque détail compte. Les luges pèsent entre 21 et 25 kg en monoplace, 25 à 30 kg en biplace. Les athlètes peuvent ajouter du ballast corporel sur le torse ou les cuisses pour compenser leur poids, mais aucune charge supplémentaire sur la luge elle-même n'est autorisée. Et pour l'aérodynamisme, combinaison spéciale, gants renforcés, casque intégral, chaussures adaptées, vous avez compris, on traque les millièmes et aussi la sécurité. Côté format, les choses sont simples. En monoplace hommes et femmes, il y a 4 descentes réparties sur 2 jours. Et on cumule les temps. En double,
2 descentes en un seul jour, là aussi en temps cumulé, et puis il y a le relais mixte. Introduit en 2014 avec une femme en solo, un homme en solo puis un double, chaque athlète déclenche le suivant en touchant un panneau suspendu à la sortie de la piste, synonyme de passage de témoin, et le chronomètre s'arrête quand le dernier a franchi la ligne. C'est rapide, très lisible et franchement spectaculaire. Maintenant parlons de ce que vous attendez. Qui suivre dans cette discipline? Et là vous allez être surpris, ou pas du tout. L'Allemagne domine outrageusement. Chez les hommes, ils arrivent avec Max Vangehan, 6 titres mondiaux sur les 3 dernières années et 2 gros globes de cristal en 2024 et 2025. Ils ont aussi Félix Lor, triple champion olympique, 14 fois champion du monde, un monument du sport. Son dernier titre remonte à 2019, mais il reste un adversaire redoutable, capable de sortir une descente incroyable quand il le faut. En face, l'Autriche n'a rien à envier à personne. Nico Gleicher a été champion du monde en 2021, son frère David est champion olympique 2018 et double champion du monde. Jonas Müller a 2 titres mondiaux et Wolfgang Kindl est double vice-champion olympique à Pékin et triple champion du monde. Honnêtement, si quelqu'un peut faire tomber l'Allemagne, c'est bien l'Autriche. Et n'oublions pas la Lettonie avec Krister Sapariot, médaillé de bronze du relais à Pékin, ou encore l'Italien Dominic Fischnaller, lui aussi médaillé à Pékin et qui aura l'avantage de jouer à domicile. Chez les femmes, même scénario, l'Allemagne arrive avec un trio impressionnant, Julia Topitz, 8 titres mondiaux et ses 5 gros globes, Anna Berreiter, médaillée d'argent à Pékin et double championne du monde, et la jeune Merle Frabel qui monte en puissance. On notera l'absence de la légende Nathalie Geisenberger avec ses 6 titres olympiques et ses innombrables podiums. L'Autriche, une fois encore, sera très dangereuse, avec Madeleine Aigle, double médaillée olympique et championne du monde en 2021, et Lisa Schultz, championne du monde en 2024. Et derrière, plusieurs nations peuvent créer la surprise. Les Lettones, Elina Leva-Vitola et Kendia Apariod, l'américaine Ashley Farquharson, ou encore la Suissesse Nathalie Mag. En double, vous allez commencer à reconnaître un motif. Les Allemands sont encore une fois les grands favoris, avec les légendaires Thomas Wendel et Tobias Hart, 6 titres olympiques et 10 titres mondiaux à eux deux. Une domination qui n'a aucun équivalent dans la luge actuellement. Ils seront accompagnés de Hannes Orlamünder et Paul Gubitz, double champion du monde en 2025. L'Autriche, encore elle, arrive avec Thomas Stö et Wolfgang Kindl, double médaillé olympique en 2022 et 2 fois champion du monde, ainsi que Yuri Thomas Gatt et Ricardo Martin Schopf, champion du monde 2024. La Lettonie aura Martin Spots et Robert Splume, médaillés de bronze au dernier jeu et champion du monde en 2024. L'Italie compte aussi sur 2 équipages solides dont Nagler Malayer et Rieder Kanzwallner, tandis que les États-Unis misent sur Zachary Di Gregorio et Sean Hollander. Pour le double féminin, bon, même tableau. L'Allemagne arrive avec Jessica Degenhardt et Cheyenne Rosenthal, quadruple championne du monde, mais aussi Diana Edberger et Magdalena Machina. L'Autriche reste dans le coup avec Selina Aigle et Lara Kipp qui ont raflé 3 titres mondiaux et le gros globe l'année dernière. L'Italie peut aussi jouer très gros avec Andrea Fotter et Marion Oberhofer, championne du monde et 2 fois lauréate du gros globe en 2023 et 2024. Et attention également aux Lettones Upite Kaluma et aux Américaines Forgan et Kirkby. Enfin, pour le relais mix, ce sont globalement les mêmes nations qui se battent pour le podium. L'Allemagne, l'Autriche, la Lettonie, l'Italie, sans surprise ce sont elles qui possèdent les meilleurs temps cumulés. Donc, si vous n'avez jamais vraiment regardé de compétition de luge, les Jeux de Milan-Cortina sont l'occasion parfaite. C'est un sport spectaculaire, tendu du début à la fin, avec ce mélange unique de vitesse folle, de précision absolue et de suspense dans chaque virage. Une discipline où l'on retient son souffle du départ jusqu'à la dernière milliseconde. Et pour conclure cette trilogie des sports de descente sur glace, après le bobsleigh et la luge, place maintenant au plus extrême d'entre tous, le skeleton. Le skeleton, c'est probablement l'une des disciplines les plus dingues de tous les Jeux d'hiver. C'est la discipline où les athlètes dévalent la piste tête la première, le menton à quelques centimètres de la glace, sur une petite luge, après une courte mais intense phase de sprint. Une poussée explosive de 10-15 mètres à peine, et ensuite tout se joue sur des micro-mouvements, les épaules, les genoux, un transfert de poids. Rien de visible pour le grand public, mais à 140 km/h, c'est ça qui sépare la médaille d'or du mur. Ce sport a mis du temps à s'installer au jeu. Présent pour la première fois en 1928, puis en 1948, il disparaît ensuite pendant plus de 50 ans. Il faudra attendre Salt Lake City en 2002 pour voir son retour définitif, avec pour la première fois les femmes. En 2026, le skeleton fêtera donc sa 9e participation avec 50 athlètes répartis équitablement, 25 hommes et 25 femmes. À Milan-Cortina, les pilotes s'élanceront sur la même piste
que leurs homologues bobeurs et lugeurs, une piste longue de 1749 mètres avec 16 virages et près de 120 mètres de dénivelé avec des pointes annoncées à 145 km/h. Au niveau des formats, c'est encore plus simple que pour les deux autres sports. Pour les courses individuelles hommes et femmes, 4 descentes réparties sur 2 jours, le cumul des temps déterminant le classement final. Chaque erreur se paie cash, il n'y a aucune marge. Et cette année, une nouveauté, l'épreuve par équipe mixte. Une femme s'élance en premier suivi d'un homme. Chacun effectue une seule descente et le cumul des 2 temps détermine le classement final. Un format qui promet beaucoup et qui pourrait vite devenir un favori du public. Concernant les forces en présence, clairement encore une fois l'Allemagne arrive avec un duo monstrueux. Christopher Grotter, champion olympique en titre, 7 fois champion du monde et vainqueur d'un gros globe, est un maître de pilotage chirurgical. Son compatriote Axel Jungk, 3 titres mondiaux, deuxième à Pékin derrière Christopher Grotter, sera évidemment à suivre. Autre nation très performante sur cette discipline, la Grande-Bretagne. Matt Weston, c'est simple. Sur les 3 derniers championnats du monde, c'est 1 fois deuxième et 2 fois premier. Il est également vainqueur de la Coupe du Monde ces 2 dernières saisons. Sans oublier Marcus Wyatt, vice-champion du monde en 2025. La Chine sera surveillée avec Yin Zheng et Lin Qinwei. L'Autriche comptera sur Samuel Mayer et la Corée du Sud sur Young Sung-gi. Côté français, nos espoirs seront sur Lucas Defayet. Il continue d'apprendre et de monter en puissance. Chez les femmes, l'Allemagne arrive avec une équipe bien complète, avec notamment Anna Neise qui défendra son titre de Pékin. Mais pour une fois, les favorites ne viennent pas de nos voisins germaniques. L'Autrichienne Janine Flock est une référence sur la discipline, toujours placée et vainqueur du Gros Globe en 2015, 2021 et 2025. La néerlandaise Kimberly Boss, en bronze à Pékin, aura à cœur de faire encore mieux, elle qui est devenue championne du monde l'année dernière. Et puis on peut citer les outsiders, comme la Belge Kim Meilemans, l'Italienne Valentina Margaglio qui aura l'apport du public, l'Américaine Misty Crow, vice-championne du monde en titre, la jeune pépite canadienne Hayley Clark, auréolée d'un titre mondial en 2024. Et puis il y a l'équipe de Grande-Bretagne qui arrive avec une équipe très complète. Pour le relais mixte, ce sont les mêmes nations qu'il faudra surveiller. Allemagne, Grande-Bretagne, Chine, USA, Autriche, Pays-Bas, Italie, enfin pas mal d'équipes tout de même. Bref, le skeleton reste un sport intense, spectaculaire et impitoyable, où chaque descente est un véritable défi pour les athlètes et un grand spectacle pour nous, spectateurs. On continue avec un sport totalement différent des disciplines de glisse qu'on vient de voir, un sport où la glace devient une scène, où l'athlète devient un véritable artiste. Il s'agit du patinage artistique. C'est la discipline la plus ancienne des Jeux, présent dès les JO d'été en 1908 à Londres, puis en 1920 à Anvers. Il fait partie intégrante des Jeux d'hiver depuis leur première édition en 1924. Pour Milan Cortina, sa 27e édition donc, on comptera 142 athlètes, 71 hommes, 71 femmes. Le patinage artistique, c'est le mélange parfait entre la performance sportive, bien sûr, l'expression artistique, la virtuosité technique sur glace, ainsi que la grâce et l'élégance. Chaque performance est jugée sur 2 volets. La technique, ou TES, avec les sauts, les pirouettes, les portées, les éléments imposés, et la composante artistique, ou PCS, avec la chorégraphie, l'interprétation, la qualité du patinage et la musicalité. Le tout forme un score global, avec bien entendu des déductions en cas de chute. Il y a 5 épreuves olympiques, on va voir une par une avec les athlètes à suivre à chaque fois. Pour commencer, on a le simple dame. Sur cette épreuve, les patineuses présentent 2 programmes. Un programme court, très codifié avec des éléments imposés, et un programme libre, plus long, plus expressif, où elles peuvent vraiment montrer leur style. Le défi, combiné à la fois de la puissance, tout en gardant de l'élégance et de la précision, avec des sauts comme le triple axel et même les quadruples pour les meilleurs. Le plateau féminin sera particulièrement relevé. On retrouve une équipe américaine très solide avec Alyssa Liu, championne du monde en titre et vainqueur sortante de la finale du Grand Prix, Isabeau Levito, dans le top 4 aux mondiaux depuis 2023 et médaillée d'argent en 2024, et aussi Amber Glenn, toujours présente depuis plusieurs années. Face à elle, l'autre surpuissance du patinage féminin, le Japon, avec Kaori Sakamoto, triple championne du monde et vainqueur de la finale du Grand Prix en 2024. Mone Shiba, lauréate du championnat des 4 continents en 2024, médaillée de bronze aux derniers mondiaux. On peut aussi citer Ami Nakai et Rinka Watanabe, à voir qui des deux sera présent au JO. Mis à part les 2 grosses nations du patinage féminin, il faudra avoir un œil sur nos voisins et amis belges,
avec Loena Hendricks, double médaillée mondiale, championne d'Europe en 2024, 2 fois sur le podium de la finale du Grand Prix, et sur Nina Pizarro, qui ne fait que progresser. Côté français, on comptera sur Lauryn Schild, qui portera les couleurs tricolores avec ambition. Et enfin, impossible d'ignorer les 2 athlètes neutres, Adelia Petrosian et Alina Gorbacheva. Chez les hommes, on retrouve exactement le même format, un programme court puis un programme libre. Là aussi, on aura le droit à une multiplication des éléments techniques, avec en tête d'affiche le quadruple saut, qui est un peu l'élément spectaculaire qu'on aime tous voir. Mais attention de ne pas vouloir en faire trop, au détriment de la précision. On est vraiment sur un fil entre prise de risque et maîtrise technique et artistique. Au niveau des athlètes, on retrouvera le favori américain Ilya Malinin, double champion du monde en titre et triple vainqueur sortant de la finale du Grand Prix. Les États-Unis pourront compter aussi sur Jason Brown, toujours régulier. Comme chez les femmes, les Japonais seront redoutables avec Yuma Kagiyama, vice-champion olympique en titre et 3 fois vice-champion du monde. Ils pourront compter sur Shun Sato qui ne fait que progresser. Au niveau des prétendants au podium, on doit parler des Français, avec Adam Siam Imfa, double champion d'Europe et médaillé mondial en 2024, ainsi que sur Kevin Amos, 4e des championnats du monde en 2023 et 5e l'année dernière. On aura le Kazakh Mikhail Shedorov, vice-champion du monde en titre, et aussi le Suisse Lukas Bridgigi, champion d'Europe en 2025. Bon, là aussi je vais parler des athlètes neutres. Il faut savoir que les Russes et Biélorusses auront le droit de participer au patinage artistique sous bannière neutre et uniquement pour les épreuves individuelles. On aura pour ces jeux soit Ladislav Dikidze, soit Petr Gumenik. On peut maintenant se tourner vers les épreuves en duo, avec tout d'abord les couples. C'est la discipline la plus acrobatique du patinage artistique. Portées incroyables, lancers, spirales, synchronisation millimétrée. Ici, la confiance, la cohésion et la fluidité sont essentielles. Le moindre déséquilibre peut faire basculer tout le programme. Et au niveau des programmes, justement, on aura, tout comme les épreuves individuelles, un programme court, imposé et un programme libre. Des duos très solides viseront l'or, avec en tête d'affiche les favoris japonais Riku Miura et Ryoshi Kihara, 2 fois titrés et 2 fois 2e aux mondiaux. Ils ont également gagné 2 fois la finale du Grand Prix. Le couple japonais est la référence mondiale en ce moment. Mais la concurrence sera relevée avec les Allemands Minerva Fabian-Haas et Nikita Volodin, champions d'Europe en titre, vice-champion du monde cette même année et vainqueur en 2024 et 2025 de la finale du Grand Prix. Les Canadiens Diana Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, champions du monde en 2024, les Italiens Sara Conti et Niccolò Macci, champions d'Europe 2023 et 2 fois médaillés au championnat du monde. Et puis on peut évoquer les Géorgiens Anastasia Metilkina et Luka Berulava, toujours réguliers aux Europes et aux mondiaux. L'autre grande épreuve en duo, c'est la danse sur glace. Avec la danse, on s'éloigne complètement des sauts pour se concentrer sur la musicalité, la finesse des pas et surtout la connexion entre les 2 partenaires. Inspirée de la danse sportive, la discipline se divise en 2 parties. Une danse rythmée, imposée, et une danse libre, beaucoup plus créative et narrative. Les favoris incontestés restent les Américains Madison Chock et Evan Bates, triple champion du monde en titre et vainqueur des 3 dernières finales du Grand Prix. Un statut difficile à contester. Mais attention, ils devront se méfier du retour de Guillaume Cizeron, le Français qui avait absolument tout gagné avec Gabriela Papadakis, champion olympique, 5 fois champion du monde et 5 fois champion d'Europe, patine désormais avec Laurence Fournier-Baudry. Et le duo fonctionne déjà très bien. Ils ont terminé en argent lors de la finale du Grand Prix 2025. La France pourra aussi compter sur Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, vice-champion d'Europe et auteur de 2 top 8 consécutifs aux mondiaux. Derrière, la concurrence sera rude. Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier, double vice-champion du monde et vainqueur des 2 derniers championnats des 4 continents. Les Britanniques Lyle Fair et Lewis Gibson, 3e des derniers mondiaux et des derniers Europes. Et les Italiens Charles Guignard et Marco Fabbri, triple champion d'Europe en titre et 2 fois médaillés mondiaux. Bref, il y aura du très gros niveau. Enfin, on termine avec la toute dernière épreuve introduite en 2014, l'épreuve par équipe. Elle réunit les meilleures nations du patinage artistique. Chaque pays présente un patineur, une patineuse, un couple et une équipe de danse. Les performances de chacun rapportent des points et leur total détermine le classement final. Les grandissimes favoris seront les États-Unis et le Japon, respectivement 1er et 2e lors des derniers Jeux, après le retrait de la Russie. Ces 2 nations devraient se livrer un duel intense pour le titre. Derrière eux, plusieurs pays peuvent viser le podium. Le Canada, l'Italie, la Corée du Sud, la Géorgie et pourquoi pas la France. En tout cas, cette épreuve promet du spectacle. Alors, prêt à être émerveillé?
Entre saut, pirouette, portée et danse sur glace, le patinage artistique promet des moments assez spectaculaires. Installez-vous, ouvrez grand les yeux et profitez du show, à Milan Cortina. On quitte l'élégance du patinage artistique pour un autre sport sur glace. Sauf que cette fois, les seules pirouettes que vous verrez seront celles d'un joueur qui vient de prendre un énorme tampon. Oui, vous l'avez deviné, bienvenue dans le hockey sur glace. Le hockey, c'est un mélange de vitesse, de précision, de cohésion d'équipe et de force brute. Bref, chauffez vos épaules parce qu'ici, on n'est pas là pour rigoler. Le hockey est apparu pour la première fois aux Jeux en 1920 à l'occasion des JO d'été d'Anvers. Oui, les Jeux d'été. Puis, dès 1924, à Chamonix, il rejoint les premiers Jeux d'hiver. Le tournoi féminin, lui, arrive bien plus tard, en 1998, à Nagano. À Milan Cortina, la discipline fêtera donc sa 26e participation, avec 12 équipes masculines et 10 équipes féminines. Avant de plonger dans les formats olympiques, parlons rapidement du sport en lui-même. L'objectif est simple, envoyer le balai dans les cages adverses avec une crosse. Chaque équipe aligne 6 joueurs sur la glace, 5 joueurs de champ plus un gardien. La patinoire fait environ 60 mètres par 30. Et un match se joue en 3 périodes de 20 minutes avec 15 minutes de pause entre chaque période. En cas d'égalité, on part en prolongation. En phase de poule, on a 5 minutes de mort subite en 3 contre 3 plus le gardien, puis tir au but si une personne ne marque. En phase finale, même principe, mais 10 minutes de prolongation et 20 minutes pour la finale si nécessaire. Autre point clé, des règles strictes sur les pénalités au niveau des charges, des crosses hautes et des comportements antisportifs, des infériorités numériques qui peuvent totalement changer un match et des changements de joueurs quasi illimités, sauf quand une équipe se retrouve justement en infériorité. Voilà, avec ça vous pouvez suivre un match olympique sans être perdu, du moins j'espère. Passons maintenant au tournoi féminin et masculin. Et là je tiens à prévenir, jusqu'ici je suis resté neutre, factuel. Mais je vais donner mon avis parce que pour le tournoi féminin, il y a un vrai problème d'équité. Je garde pour après, commençons par les hommes. On a 3 poules de 4 équipes. Les équipes s'affrontent dans leur poule et ensuite les 3 vainqueurs de poule plus le meilleur deuxième vont directement en quart. Les autres passent par une phase de barrage. Et derrière, c'est élimination directe classique, quart, demi, finale. Concernant le tournoi féminin, là on entre dans un système, disons, particulier. On a une phase de qualification avec 2 poules, la poule A avec les 5 meilleures nations du monde et la poule B avec les 5 autres qualifiés. Bon, déjà c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Chaque équipe joue contre toutes les autres de sa poule. Jusque-là, pas de souci. Mais c'est le système de qualification qui pose problème. Les 5 équipes de la poule A sont automatiquement qualifiées en quart, peu importe leur classement. Dans la poule B, seulement les 3 meilleures passent, les 2 dernières équipes sont éliminées quoi qu'il arrive. Donc oui, les équipes de la poule A sont qualifiées pour les phases finales avant même le début des jeux. Et ça, désolé, mais ce n'est pas normal. La beauté des jeux, c'est de donner une chance à tous les participants. Là, bah non. Le classement mondial fait tout, avant même que la compétition démarre, et pour moi, ce n'est pas du tout dans l'esprit des Jeux Olympiques. Bref, vous avez compris, ça m'énerve un peu. Pour le reste du tournoi, on retrouve ensuite un format classique avec les quarts, les demi et la finale. Heureusement. Allez, je respire un bon coup avant de parler des forces en présence. Du côté des hommes, une info majeure. Le retour des joueurs de la NHL après 12 ans d'absence. Oui, la fameuse ligue américaine et canadienne fait son grand comeback, et ça change tout. Les favoris, sans surprise, ce sont les Canadiens et les Américains, surtout avec l'absence toujours des Russes. Mais ce retour profite aussi aux autres nations. Certes, un peu moins, mais ça reste un vrai plus. Comme outsider, il faudra se méfier des Finlandais, champions du monde 2022, des Tchèques, champions du monde 2024, ou encore des Suisses, vice-champions du monde 2024 et 2025, ou bien des Suédois. Et la France fait partie des 12 nations, alors on pourra les encourager et les soutenir. Côté joueurs, les Canadiens ont de quoi faire peur. Entre la superstar Sidney Crosby, double champion olympique 2010 et 2014 et 20 saisons d'expérience au plus haut niveau, Connor McDavid, 3 fois MVP de la NHL, Nathan MacKinnon, MVP 2024 et Cale Makar, meilleur défenseur en titre. Bref, on peut dire qu'ils arrivent plus qu'armés. Les Américains ne sont pas en reste. Auston Matthews, grand joueur offensif et MVP 2022, les frères Tkachuk, Matthew et Brady, le premier vainqueur des 2 dernières saisons avec les Florida Panthers, et Quinn Hughes, meilleur défenseur 2024.
du solide aussi. Chez les Suédois, on pourra compter sur l'expérience et la solidité défensive de Victor Edman, ainsi que sur le jeune talent Rasmus Dahlin. Les Finlandais s'appuieront sur leur gardien, Juuse Saros, et le leadership d'Alexander Barkov. Les Tchèques, eux, miseront sur David Pasnak, l'un des meilleurs buteurs de la NHL, et Martin Necas. Enfin, les Suisses se reposeront sur l'expérience du défenseur Roman Josi et la puissance offensive de Kevin Fiala. Et nos Français? Eh bien, on pourra suivre Alexandre Texier, seul joueur français évoluant en NHL à Montréal, et on pourra compter sur les expérimentés Yohann Auvitu et Pierre-Édouard Bellemare pour apporter de la stabilité et de la rigueur à cette équipe tricolore. Avec un tel plateau, on va avoir du beau spectacle. Chez les femmes, les favorites restent les mêmes que chez les hommes, le Canada et les États-Unis. Ces deux nations se partagent tout depuis des années. Aux Jeux de 2018, ce sont les Américaines qui décrochent l'or en battant le Canada. En 2022, les Canadiennes prennent leur revanche et remportent le titre. Bref, la rivalité continue et ce sera encore LE duel à suivre. Derrière ce duo, on retrouve les habitués. La Finlande presque toujours sur la troisième marche. La Suisse, la Suède et la Tchéquie, les mêmes nations qui composent régulièrement le top mondial. Et bonne nouvelle, l'équipe de France sera bien de la partie, grâce notamment à la suspension de la Russie. On ne va pas s'en plaindre, ce sera une énorme opportunité pour nos Bleus, même si l'objectif principal sera d'emmagasiner de l'expérience. Concernant les effectifs, rien d'officiel au moment où je tourne la vidéo. Mais on peut déjà faire quelques déductions. Pour le Canada, on retrouvera sans aucun doute la capitaine Marie-Philippe Poulin, véritable légende de son sport. Elle a un palmarès XXL, 4 médailles olympiques dont 3 titres, 11 médailles au championnat du monde pour 3 en or. On peut difficilement faire mieux. Les Canadiennes pourront s'appuyer également sur l'attaquante Sarah Nurse ou bien sur la gardienne Anne-Renée Desbiens. Les Américaines pourront compter sur leur capitaine et attaquante Hilary Knight, 4 médailles olympiques pour 1 titre, 15 médailles aux mondiaux pour 10 sacres. Là aussi, c'est difficilement égalable. On peut aussi citer la défenseuse Liz Teklein et des attaquantes comme Kendall Coyne-Schofield ou Kelly Panek. La Finlande viendra avec la redoutable et expérimentée défenseuse Ronja Savolainen. La Suède avec sa capitaine Anna Kjellbin qui mènera la défense. La Suisse avec l'attaquante Alina Müller. La Tchéquie avec la jeune Kristina Kaltunkova et la gardienne Klara Peslarova. Côté bleu-blanc-rouge, la capitaine Laure Baudry sera au rendez-vous, accompagnée d'attaquantes comme Chloé Horard et Estelle Duvin. Hommes, femmes, favoris ou outsiders, le hockey olympique va encore nous offrir un tournoi d'une intensité folle. Les meilleurs joueurs et joueuses du monde seront là, prêts à tout donner. On peut s'attendre à du beau spectacle. Et qui sait, peut-être qu'on aura le droit à quelques surprises. On va prendre de la hauteur et tenter de voler. Pas trop près des oiseaux, mais surtout pas dans leur trajectoire. Préparez-vous, on parle de saut à ski. Bon, on peut redevenir sérieux. Le saut à ski est une épreuve vraiment spectaculaire. J'ai l'impression de me répéter d'une discipline à l'autre, mais au jeu, il y a vraiment beaucoup de sports qui valent le détour. Et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo. Bref, le saut à ski est une discipline où les athlètes dévalent une rampe pour effectuer le saut le plus long possible, tout en maintenant une posture aérodynamique dans les airs. Présent au jeu depuis 1924, le saut à ski en est déjà à sa 25e édition. Ce sport a beaucoup évolué récemment. Les femmes ont rejoint la compétition en 2014, 90 ans après la première édition. L'épreuve par équipe mixte a fait son apparition lors de la dernière Olympiade en 2022. Et pour 2026, le grand tremplin féminin sera au programme. Cette année, on aura donc pour la première fois 50 hommes et 50 femmes qui vont s'affronter pour la gloire olympique. Mais concrètement, c'est quoi le saut à ski ? Eh bien, pour expliquer cette discipline, on peut découper le saut en 3 phases, le décollage, le vol et la réception. Pendant le décollage, le sauteur prend de la vitesse sur le tremplin, près de 100 km/h tout de même, et s'élance pour s'élever dans les airs. Ensuite vient le moment du vol. Le corps est en position aérodynamique et les skis sont en V. Pendant le vol, l'équilibre et le contrôle de la trajectoire sont essentiels, même vitales. Et enfin, il y a l'atterrissage sur la piste inclinée, qui demande une maîtrise parfaite du corps, pour limiter la perte de points, parce que oui, c'est une discipline notée. Le score dépend de la distance et de la qualité technique du saut, évalué selon la posture en vol, l'équilibre et la réception. A noter que la météo peut totalement influencer le résultat, le vent étant un facteur clé. Pour les formats olympiques, il existe 2 types de tremplins. Le petit tremplin avec des distances moyennes entre 90 et 100 mètres, le grand tremplin avec des distances moyennes entre 120 et 140 mètres. Au total, 6 épreuves sont au programme. L'individuel homme grand et petit tremplin, l'individuel femme grand et petit tremplin, l'épreuve par équipe chez les hommes avec 4 sauteurs sur le grand tremplin, l'épreuve par équipe mixte avec 2 femmes et 2 hommes sur le petit tremplin.
Pour les épreuves individuelles, un premier saut d'essai sert uniquement à établir l'ordre de passage. Le saut suivant détermine un classement provisoire, puis seuls les 30 meilleurs accèdent au second saut. Les points des 2 sauts sont additionnés pour déterminer le résultat final. Pour les épreuves par équipe, le principe est similaire. Chaque nation cumule les scores de ses 4 sauteurs et seules les 8 meilleures équipes se qualifient pour le second saut. Du côté des hommes, les grandes nations favorites restent les mêmes depuis plusieurs saisons. L'Autriche, championne olympique par équipe en titre, présente une densité de talent impressionnante. Stefan Kraft, triple vainqueur de la Coupe du Monde et triple champion du monde en individuel, Daniel Schofnik, détenteur du Gros Globe en 2025, et Jan Orl, médaillé aux mondiaux l'année dernière et deuxième de la Coupe du Monde. On peut clairement dire que l'Autriche est armée pour dominer. La Slovénie, double championne du monde en titre par équipe, pourra compter sur le plus jeune des frères Prevec. Domen, champion du monde sur le grand tremplin en 2025 et actuel leader de la Coupe du Monde, ainsi que Hanzol Anisek. Ils sont tous les deux capables de sauts spectaculaires. L'Allemagne reste solide avec Andreas Wellinger, en or sur le petit tremplin et en argent sur le grand tremplin lors des Jeux de 2018. Il est toujours très régulier avec notamment une 3e place au général de la Coupe du Monde en 2024. Les Allemands pourront également compter sur Pius Paschke et sur Philipp Raimund. Le Japon pourra s'appuyer sur Ryoyu Kobayashi, champion olympique du petit tremplin à Pékin et médaillé d'argent sur le grand. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2019 et en 2022, il possède plus de 70 podiums en Coupe du Monde, rien que ça. Bien sûr, il ne faudra pas oublier la Norvège, championne olympique par équipe en 2018 et toujours présente au sommet, avec Johan André Forfang, souvent placé, et Marius Lindvig, champion olympique sur grand tremplin en 2022 et champion du monde en titre du petit tremplin. Il sait être en forme le jour J. Enfin, côté tricolore, gardons un œil sur Valentin Foubert. Sa progression est constante et il a le potentiel pour nous faire vibrer et marquer des points importants pour la France. Chez les femmes, le plateau est tout aussi relevé. L'Autriche, encore une fois très dense, alignera Eva Pinkelnig, vainqueur du Gros Globe en 2023, ainsi que Jacqueline Seyfried-Berger et Lisa Eder, toutes capables de se battre pour le podium. La Slovénie aura dans ses rangs la favorite, Nika Prevec. La plus jeune de la famille Prevec est déjà championne du monde sur petit et grand tremplin. Elle détient les Gros Globes de 2024 et de 2025. Elle sera accompagnée par Emma Klinec, 3e de la Coupe du Monde en 2023. L'Allemagne ne sera pas en reste avec l'expérimentée Katharina Schmidt, double vice-championne olympique en individuel, et Selina Freitag, plusieurs fois médaillée aux mondiaux et 2e de la dernière Coupe du Monde. La Norvège misera sur Erin Mariak Vandal, régulière au plus haut niveau, et sur Anna Odin-Ström, double médaillée mondiale sur petit tremplin. Le Japon pourra compter sur sa légende, Sara Takanashi, quadruple vainqueur de la Coupe du Monde. Même si elle n'est plus aussi performante qu'avant, elle reste compétitive et elle sera accompagnée par Nozomi Maruyama qui réalise un excellent début de saison. Le Canada sera représenté par les jeunes Alexandria Loutit, championne du monde sur grand tremplin en 2023, et Abigail Stratt. Enfin, côté français, Joséphine Pagnet défendra nos couleurs. Sa progression était très prometteuse, mais elle rencontre un petit passage à vide. Espérons qu'elle retrouve vite son meilleur niveau pour les JO. En tout cas, continuons à l'encourager et à lui envoyer toutes nos ondes positives. Pour l'épreuve par équipe mixte, je pense que vous en doutez un peu des nations à suivre. On retrouvera évidemment l'Autriche, souvent sur le podium mais rarement vainqueur. La Slovénie, championne olympique en titre. La Norvège, championne du monde en titre. L'Allemagne, championne du monde 2019, 2021 et 2023. Ce sont les 4 nations qui vont se battre pour le podium. On suivra notre équipe de France bien entendu, mais ça risque d'être trop compliqué pour se mêler à la lutte. En résumé, vitesse, technique et littéralement courage à l'état pur. Le saut à ski, c'est le frisson garanti. Alors accrochez-vous et savourez chaque envol. Voilà pour cette première partie de la preview des Jeux de 2026. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je me répète, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce genre de vidéo qui demande beaucoup de travail. La suite arrive très vite avec d'autres disciplines tout aussi passionnantes, parfois plus spectaculaires encore, et toujours ce même objectif, comprendre ce qu'on regarde pour mieux vibrer pendant les Jeux. Je vous dis à très bientôt.